Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est Samy Charles, chef économiste de Lombardier, en duplex avec nous depuis Genève. Bonjour Samy. Bonjour David. Content de vous retrouver. On vit des temps difficiles quand même. Ouf. Je sais pas vous, mais c'est le Oui, brouillard quand même. Le brouillard, on va en parler du brouillard parce que les banques centrales sont en plein brouillard. BCE aujourd'hui, on va débriefer la fête d'hier. Mais d'abord, le pétrole à 120 dollars, on parlait aussi de l'once d'or qui a beaucoup baissé. Mais d'abord sur le pétrole. Là, on se dit 120 dollars. On entre en zone rouge, là, sur le pétrole. oui, pour l'économie mondiale, on va dire la règle un petit peu intuitive, c'est autour des 100. C'est-à-dire que si dans les 6 ou 12 prochains mois, le prix du baril moyen est en dessous de 100, hein, donc ça peut être 120 aujourd'hui, mais si petit à petit on désescalade et que très vite on revient sous les 100, c'est quand même quelque chose qui peut être absorbé par l'économie mondiale, plus facilement par certains, plus difficilement par d'autres. Mais si on s'installe effectivement durablement avec un prix au-dessus des 100, le coût économique est beaucoup plus important en termes d'inflation, en termes de croissance, en termes d'emploi. Donc la limite se situe à peu près là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, la pression sur cette économie mondiale est plutôt en train d'augmenter. Donc 120 dollars, on entre en zone rouge. On peut le dire. Oui, on entre en zone difficile. On sent que c'est à partir de maintenant que les coûts vont se compter. Et donc, il y a toujours l'espoir hein, que ça puisse désescalader rapidement dans les semaines qui viennent. Mais si on maintient un prix du pétrole moyen au-dessus des 100, 110, 120, effectivement, le coût économique sera là Déjà, pardon, et juste se fera Samy, sentir. jusqu'où? Parce que il y a de la spéculation évidemment, mais il y a quand même, je veux dire, des barils qui manquent à l'appel, des barils qui ne circulent plus dans le détroit d'Ormuz. Euh, Théoriquement, on peut monter jusqu'à combien sur le pétrole? Ah, c'est une très bonne question, ça, parce qu'effectivement, il y a cet effet de demande qu'il faut intégrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le prix du pétrole dépasse les 150, les 160, ça va faire tellement mal au portefeuille des uns, des autres, des agents économiques, des agents financiers, que ça tue la demande. Et donc, un prix au-delà des 150 n'est pas soutenable, tout simplement parce qu'après, on ne peut plus, on n'a plus les moyens de dépenser. Et donc, en fait, le prix descend très vite, non pas parce que la situation se résout au niveau de l'offre, mais tout simplement parce que la demande est tellement impactée que les 150 et au-dessus nous paraissent tout à fait insoutenables. Mais on pourrait y aller à 150 dollars à court terme si, trois petits points et je vous laisse finir ma phrase. Absolument. Si la situation dans le détroit d'Ormuz ne se résolve pas, voire continue d'escalader, je vous rappelle que c'est quand même entre 15 et 20 millions de barils jour, qu'on ne peut pas remplacer comme ça dans les mois qui viennent. À 10, 20 ans, on peut tout imaginer, mais à court terme, c'est très difficile de remplacer ces barils-là, et ces barils-là sont importants pour l'économie. En revanche, ce n'est pas un fantasme. On était à 140 il y a une quinzaine d'années, donc c'est tout à fait possible qu'on puisse y retourner sous certaines conditions. Mais évidemment, Oui, Hormuz est un petit peu la clé pour voir le ouais, prix du pétrole mais, plus haut ou plus bas. mais sur les conditions, j'aimerais qu'on affine un petit peu. C'est-à-dire que je sais que c'est difficile de dater les choses, mais sur 20 millions de barils qui passent dans les trois d'Ormuz aujourd'hui, il y en a une partie qui est reroutée par d'autres chemins. Je crois que c'est deux tiers qui manquent à l'appel aujourd'hui. Oui, on parle d'à peu près 15 millions de barils jour. 15 millions de barils jour, c'est pas remplaçable. Alors, vous avez peut-être entendu qu'il y avait des réserves stratégiques, hein, qu'on pouvait notamment remettre 400 millions de barils jour dans les prochains mois. Mais le problème que vous avez avec les réserves stratégiques, c'est que vous pouvez pas retirer 15 millions de barils jour de ces réserves par jour, hein. Le temps de les sortir des réservoirs, on parle d'un rythme plutôt de 2 millions de barils jour. Donc on voit que si on a une contrainte de 15 millions de barils Mm. jour, il n'y a pas tellement moyen de le compenser. Aujourd'hui, ça tient encore parce que tout le monde a des réserves, mais plus ça dure, moins on a de réserves et plus la Et problématique donc, d'Ormuz devient. et donc, toute chose égale par ailleurs, si la situation reste figée dans les trois d'Ormuz, on est à 150 dollars le baril dans combien de temps? Ah, si rien n'est résolu d'ici mai-juin, on va les atteindre très rapidement. Bah, mai juin, ça laisse quand même un petit peu, ça laisse deux trois mois quand même. Alors, ce qui sort, c'est que les Chinois, par exemple, ont à peu près 60 jours ou plus de réserves. Les Américains ont aussi leurs réserves stratégiques. Les Européens, la situation peut être un peu plus ardue au niveau du gaz et autres.
Donc ça vient vite. Et puis évidemment, on parle beaucoup du pétrole, mais il faut parler de tout le reste. Le reste n'étant pas seulement le gaz, mais c'est aussi tout ce qui est fertilisant, tout ce qui sort d'Ormuz, qui est beaucoup beaucoup plus large que le pétrole et le gaz. Et très clairement, si on commence pas à résoudre la situation d'ici avril, voire début mai, on va commencer à avoir une tension très très importante pour l'économie mondiale. Et là, on commencera à parler de récession ou de stagflation. Absolument, lorsqu'on commence à dépasser les 120, 130 en moyenne sur longue période, les dégâts économiques sont importants et ils se traduisent exactement comme vous l'avez mentionné, plus d'inflation, plus de chômage, moins de croissance. Et donc on va flirter évidemment avec cette stagflation. Encore une fois, la durée du conflit est un des facteurs principaux, mais oui, c'est un choc stagflationniste évidemment. Et le R word, la récession, elle peut poindre son nez si on est quoi, à 150 $ en moyenne jusqu'à la fin de l'année. Là, on ira tout droit. Oui, on parlera de quelque chose qui est digérable sous les 100. Entre 100 et 120, on parlera certainement de ralentissement marqué. Au-dessus de 120, 130, 140, on commencera à évoquer effectivement la récession. Eh ben, c'est sympa tout ça. Sur l'once d'or, pouf, ça a dégringolé d'un coup. On est en dessous des 4 700 $ l'once. Qu'est-ce qui se passe sur l'or là? Alors, les fondamentaux de l'or restent très bons. Je vous rappelle qu'un des acheteurs marginaux de l'or, c'est la Banque centrale chinoise, qui continue d'accumuler des dollars au travers de son interaction commerciale avec les États-Unis. Malgré les tarifs, la Chine continue de vendre des exports aux Américains. Les Américains payent les Chinois en dollars. Les Chinois reçoivent ces dollars. Il faut bien qu'ils les recyclent et ils utilisent beaucoup l'or pour ça. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que vous savez que l'or est un actif coté en dollars. Vous avez le dollar qui a beaucoup pris sur ces tensions géopolitiques. Vous avez les taux, et notamment les taux réels, qui montent aussi sur ces tensions géopolitiques. Et donc ça crée des conditions plutôt négatives pour l'or à court terme. Évidemment, quand le dollar est fort, l'or a tendance à baisser. Quand les taux américains montent, ça offre un contrepoids à l'or. Et donc on va plutôt avoir tendance à aller chercher du rendement. Et donc c'est une opportunité. Est-ce que c'est une opportunité de rentrer? Oui, notre sentiment c'est que c'est une opportunité. 4 700 $ l'once. Ouais. Exactement. Dans un scénario où quand même la situation se résolverait, le dollar tomberait un peu, la tension sur les taux se détendrait et ce qu'on a perdu sur l'or reviendrait. Donc effectivement, c'est une opportunité de revenir un petit peu sur l'or. Alors il faut qu'on débriefe ensemble la fête d'hier soir qui a tenu sa première réunion de politique monétaire depuis le début de la guerre en Iran. Comment elle se positionne au final, si on devait résumer, Jérôme Powell et la Fed avec ce conflit? Elle temporise, c'est ça, elle est prudente? Oui, je ne pourrais pas le dire mieux. Le sentiment, c'est qu'une banque centrale a toujours deux vecteurs d'inflation à gérer. Il y a le vecteur externe qui est de l'énergie. Là, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ce qui les inquiète beaucoup, les banquiers centraux, c'est lorsque le vecteur domestique est touché. C'est généralement les marchés de l'emploi, les salaires qui repartent à la hausse, les attentes d'inflation qui repartent à la hausse. Ça, c'est une raison d'agir. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'est pas comme en 2022, on n'est pas comme dans les années 70. Les marchés de l'emploi sont plutôt tièdes et donc on n'a pas cette tension inflationniste qui viendrait du domestique, du marché de l'emploi, des attentes d'inflation. Les banquiers centraux doivent juste gérer cette tension externe dont ils ne peuvent pas grand-chose. Donc l'idée, c'est de gagner du temps et de regarder au travers. Mais ils vont être très, très attentifs à ce que ce vecteur d'inflation domestique n'arrive pas sur la table, comme c'était le cas en 2022, où là, on serait vraiment dans une situation difficile avec les deux moteurs d'inflation qui battent à plein en même temps. Ce n'est pas encore le cas, donc on peut se donner un peu de temps. J'aime bien ce qu'a dit Jérôme Powell, parce que ça résume la situation, je le lis. Il est trop tôt pour connaître l'ampleur et la durée des effets potentiels sur l'économie, liés au choc pétrolier. Les effets économiques pourraient être beaucoup plus petits ou beaucoup plus grands. On n'en sait absolument rien. Que le type le plus puissant de la planète en matière de politique monétaire dit ça, ça prouve à quel point le brouillard est épais. Oui, c'est légitime parce que ce sont des facteurs qui ne dominent pas. Aujourd'hui, il y a ce facteur externe qui vient de la géopolitique. Au niveau interne, il n'y a pas tellement de raisons de craindre de l'inflation et donc d'agir dessus. Encore une fois, les marchés de l'emploi sont plutôt tièdes aux États-Unis, les salaires ont plutôt tendance à baisser, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis les anticipations d'inflation restent assez contenues. On a juste cet élément externe dont on espère qu'il va disparaître assez vite et donc il faut pas faire grand-chose dans ce contexte-là. C'est pareil d'ailleurs pour la Banque centrale
centrale européenne qui va parler cet après-midi, et on espère qu'elle va avoir le même genre de discours, c'est-à-dire il y a un choc externe, on n'y peut rien, on regarde au travers, la situation domestique n'est pas inflationniste, et donc on n'agit pas sur cette situation, et on ne répète pas l'erreur qu'on a fait en 2011 surtout. Ouais. La Fed qui quand même est prise entre deux feux, avec une inflation qui dérive beaucoup plus que ce qu'on connaît évidemment en zone euro, une inflation qui est quasiment à 3%, et un marché de l'emploi qui se contracte. On a quand même eu 100 000 destructions de postes en février. En 2025, au final, c'est quasiment, enfin très peu de création d'emplois aux États-Unis. Je crois qu'on est à 10 000 par mois en moyenne, non? J'ai pas eu le dernier chiffre aux États-Unis, c'est ça? Oui, si on regarde la moyenne des derniers mois, exactement, il n'y a quasiment pas de création de postes sur les 3 ou 6 derniers mois. Et on a des salaires qui, en tout cas, sont très très loin de la surchauffe. Donc même s'il y a un peu d'inflation aujourd'hui qui est revenue pour des raisons techniques, il y a des tarifs, il y a des éléments là. Si on regarde vraiment les éléments sur lesquels la Réserve fédérale peut agir, c'est-à-dire l'inflation des services, notamment l'inflation des services hors immobilier, c'est quand même très bien orienté. Donc il n'y a pas de raison pour la Réserve fédérale américaine d'être inquiète de l'inflation, si ce n'est cet élément externe qui ne doit pas devenir une problématique interne. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est-à-dire que si les ménages commencent à se dire, mince, le prix du pétrole va être très haut pendant très longtemps, je ne vais pas pouvoir payer mon prix du gallon, il faut que j'ai une augmentation de salaire, et on commence à avoir cette logique qui se met en marche, là, il faut que la Réserve fédérale américaine appuie sur le frein, monte les taux. Mais on n'est absolument pas dans ce cas de figure. Ouais, d'ailleurs, les marchés attendent une baisse de taux de la Fed d'ici la fin de l'année, tout comme les projections, les nouvelles projections, les dot plots, les nuages de points anonymisés qui disent en gros ce que prévoient, ce qu'imaginent les gouverneurs en matière de baisse de taux, enfin d'évolution de taux sur l'année qui vient. Donc il y a alignement entre ce qu'attendent les marchés et ce que prévoit la Fed. Donc cette baisse-là est toujours d'actualité. Alors, elle est toujours d'actualité pour la Fed si la situation du pétrole se normalise. Mais on voit que les anticipations de marché bougent avec le pétrole. C'est-à-dire que plus le pétrole est élevé, plus les attentes de baisse de taux diminuent. Et aujourd'hui, on n'est plus tout à fait à une baisse de taux attendue par les marchés. On est à une demi-baisse de taux attendue par les marchés. Donc ça montre bien que c'est quasiment zéro. Une demi-baisse, c'est quasiment zéro. C'est 12 points de base, c'est quasiment zéro, quoi. Exactement. Alors, ce qui serait très pénalisant pour les marchés, c'est qu'on passe d'une logique à, bon, il n'y a plus de baisse de taux, mais surtout qu'on passe d'une logique de stabilité à une logique de monter les taux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui serait un vent contraire important pour les marchés. Heureusement, on n'y est pas. J'ai envie de dire, on n'y est pas encore. Et espérons que ça reste le cas, parce que des hausses de taux, ça viendrait vraiment pénaliser les valorisations de marché. Donc le moment à partir duquel les anticipations se retournent et les marchés anticipent des hausses de taux, là, pour le coup, la correction pourrait être beaucoup plus sévère parce que les marchés boursiers tiennent relativement quand même jusqu'à présent. Oui, exactement. Ils tiennent parce que l'anticipation, c'est quand même que le prix du pétrole retombe assez rapidement sous les 100, que les banques centrales donc n'auront pas à monter les taux, et donc il y a un certain confort par rapport à ce narratif dans le marché, et c'est un narratif auquel j'adhère totalement. Mais voilà, si la situation se détériore et qu'on reste au-dessus de 100, 110 pendant un certain nombre de mois, là, la question devra se reposer. Évidemment, les marchés le prendraient beaucoup moins bien. Bon, il reste une dernière réunion pour Jérôme Powell à la tête de la Fed. Après, il passe la main à Kevin Warsh. Il n'aura pas la partie facile, le nouveau président de la Fed. Hein. Non, il aura la partie. Vu le contexte, les pressions de Trump, la guerre en Iran, waouh, le marché du travail qui se contracte, waouh. Exactement. Il a été mandaté pour baisser les taux, notamment pour baisser les taux avant les élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre. Mais enfin, celui qui l'a mis là, le président américain, ne lui donne pas la vie facile. Il va hériter d'une situation où quand même l'inflation va repartir à la hausse, même si encore une fois c'est sur la partie non domestique. Et vous avez 11 autres personnes au comité fédéral de la Réserve fédérale. Et donc ces autres membres ne vont certainement pas autoriser une baisse de taux si elle n'est pas légitime. Et donc effectivement, imaginer une baisse de taux avant l'élection de mi-mandat, ça paraît aujourd'hui un petit peu en dehors du scénario. Samy, on se connaît depuis un petit moment, enfin on échange depuis un petit moment ensemble. Vous êtes inquiet ou pas sur l'évolution d'une géopolitique sur laquelle on n'a pas du tout la main parce que je sais pas, le pétrole à 120 aussi vite. Voilà, moi je suis pas très confortable, mais vous non plus, j'imagine, avec tout ça. Hein. Depuis le temps où vous me faites l'honneur de m'inviter, j'ai toujours grand plaisir à discuter avec vous, David. Vous savez, il y a deux choses sur lesquelles je me concentre beaucoup plus que sur le reste. C'est la capacité des entreprises à faire des profits et quand même mes perspectives de taux d'intérêt. Tant que ça tient, tant qu'on est dans un monde où les entreprises peuvent générer des profits
et que les banques centrales ne tuent pas le cycle en montant les taux très rapidement, généralement, j'ai un niveau d'inquiétude qui reste quand même contenu. Et je dirais qu'aujourd'hui, on reste dans cet environnement-là, hein, malgré ce qui se passe au Moyen-Orient. Et on en a vécu d'autres en Europe de l'Est, au Moyen-Orient encore une fois. Donc on a l'habitude de ces conflits. Ce qui vraiment fait très mal, c'est lorsque les entreprises ont de la difficulté à être dans la création de richesse et lorsque les banques centrales montent les taux très forts. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Je garde quand même un niveau d'inquiétude qui est donc assez mesuré. Et j'ai le sentiment qu'on a devant nous un secteur privé qui reste en bonne forme, qui bénéficie de grands plans d'investissement dans la technologie. Et ça, encore une fois, ça maintient mon niveau d'inquiétude relativement contenu. Allez, merci. Samy Charles, le chef Merci économiste David. de Lombard Odier, en duplex avec nous depuis Genève, invité de la grande interview. Merci, à bientôt. À une prochaine. Ciao, plaisir.